Entre 1871 et 1945, une région de France a changé de nationalité 4 fois. 4 fois en 74 ans. Moins qu'une vie d'homme. Un homme né en Alsace en 1868 naît français. À 3 ans, il devient allemand. À 50 ans, il redevient français. À 72 ans, allemand. Et à 77 ans, il meurt français. Le même homme, la même maison. 4 passeports. Et pendant tout ce temps, il s'appelait Müller, ou Schmitt, ou Meyer. Voici les 15 noms alsaciens et mosellans qui sont partout en France. Le vôtre en fait-il partie? Et à la fin, pourquoi ces noms sont sous-comptés dans les statistiques françaises, conséquence directe de cette histoire? Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec moi. Numéro 1. Meyer. Mayer, 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 Mayer. Le nom le plus porté d'Alsace, près de 23 000 personnes depuis 1891. Et son origine n'est pas allemande, elle est latine. Mayer vient du latin maior, le plus grand, le supérieur. Dans le monde germanique médiéval, le Mayer était l'intendant, celui qui gérait le domaine d'un seigneur à sa place. Pas un noble, un gestionnaire. Mais dans le village, c'était l'homme qui décidait. Et notez ce que ça signifie. Le nom le plus porté de la région la plus germanique de France vient d'un mot latin. Rome est passé là aussi. Numéro 2. Müller. 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 Molitor. Les Müller. Deuxième nom d'Alsace, 22 000 personnes. Le Meunier. Vous connaissez la famille. Meunier et Dumoulin en France, Vermeulen en Flandre, Miller en Angleterre. Et Molitor, qu'on rencontre en Moselle, la forme latine du même métier. Le moulin était la machine la plus importante du village. Celui qui la tenait pesait la farine de tout le monde et savait ce que chaque famille avait récolté. Numéro 3. Schmitt, 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 Schmitz, Schmitt. Troisième nom d'Alsace, 17 000 personnes. Le forgeron. Et voici la chaîne complète, à 9 langues. Schmitt en Alsace, Schmitt en Allemagne, Smith en Angleterre, De Smet en Flandre, Ferrari en Italie, Ferreira au Portugal, Herrero en Espagne, Kowalski en Pologne, Faure et Lefebvre en France. 9 langues, le même homme, devant la même enclume. Il n'existe aucun autre métier dont on puisse dire ça. Numéro 4. Schneider, Schneid, Schneider. Le tailleur, littéralement, celui qui coupe. C'est le même homme que le Krawczyk polonais, le couturier français, le tailor anglais. Dans un monde où le tissu coûtait cher, celui qui savait couper sans gaspiller valait de l'or. Numéro 5. Weber, Weber, Weber. Le tisserand. Et ce n'est pas un hasard en Alsace. La région a eu l'une des plus grandes industries textiles d'Europe, autour de Mulhouse. Numéro 6. Fischer, Fischer, Fischbach, le pêcheur. L'Alsace est coincée entre le Rhin et l'Ille, avec un réseau de rivières sur toute sa longueur. La pêche n'était pas un loisir, c'était une ressource alimentaire majeure. C'est l'équivalent exact du français pêcheur. Numéro 7. Bauer, Bauer, Bur, Bauerlein. Le paysan, celui qui travaille la terre. Celui-là est particulier. C'est le seul de la liste qui ne distingue rien. Dans un village où tout le monde cultivait, appeler un homme le paysan ne servait à rien. Le nom désignait donc autre chose, celui qui possédait sa terre au milieu de gens qui n'en possédaient pas, ou un homme installé en ville qui gardait le nom de sa condition d'origine. Numéro 8. Wagner, Wagner, Wagner. Le charron, celui qui fabrique et répare les roues. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Gaulois, vous savez ce que ça veut dire. Le français charron vient du gaulois carus. Wagner vient de l'allemand Wagen. 2 mots, 2 langues. Le même homme, penché sur la même roue. C'était l'artisan le plus qualifié du village après le forgeron. Une roue mal faite, c'est un chariot qui casse à 30 km de chez vous, avec la récolte dedans. Numéro 9. Zimmermann, Zimmermann, Zimmer, le charpentier. Le mot allemand Zimmer désigne aujourd'hui une pièce, mais son sens ancien est le bois de construction. Le Zimmermann, c'est l'homme de la charpente. Et le miroir est parfait. Le français charpentier vient du latin carpentarius,
bâti sur le gaulois Carpentum. Zimmermann arrive au 5e rang dans le Haut-Rhin. Numéro 10. Klein, Kleinmann, Klein, Petit. Petit est le 4e nom de famille le plus porté de France, avec 115 000 porteurs. Klein veut dire exactement la même chose. Un Klein de Colmar et un Petit d'Orléans portent le même mot, dans deux langues qui se partagent la même frontière depuis 1000 ans. Numéro 11. Schwarz, Schwarz, Braun, le noir et le brun. Schwarz désigne celui qui avait les cheveux noirs. Braun, celui qui était brun. Vous connaissez la famille par cœur maintenant. Moreau en France, Moreno en Espagne, Bruno en Italie, De Bruyne en Flandre. Dans toute l'Europe, la couleur des cheveux a produit plus de noms de famille que n'importe quelle autre caractéristique physique. Numéro 12. Hoffmann, 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 Hofer. Du germanique Hof, la ferme, la cour de ferme. Le Hoffmann n'était pas un simple ouvrier agricole. Le Hof désignait une exploitation d'une certaine taille, avec sa cour et ses dépendances. C'était l'homme qui la tenait. Numéro 13. Kiefer, Kiefer, Küfer, Kiefert, le tonnelier. Et ce nom est profondément alsacien, pour une raison évidente. Le vin. L'Alsace en produit depuis l'époque romaine. Sans tonneau, il n'y a ni vieillissement, ni transport, ni commerce. Et un tonneau ne se cloue pas, ça s'assemble au millimètre, sans colle, en comptant sur le gonflement du bois pour l'étanchéité. Numéro 14. Kempf, Kempf, Kempfer. Celui-là est le plus étrange de toute la liste. Kempf vient de Kampf, le combat. Le Kempfer, c'était le champion, au sens médiéval, très précis, du terme. Au Moyen-Âge, certains litiges se réglaient par un duel judiciaire. Mais tout le monde ne pouvait pas se battre. Les femmes, les vieillards, les infirmes pouvaient désigner quelqu'un à leur place. On l'appelait le champion. Il se battait pour la cause d'un autre, contre rémunération. Et quand les noms se sont figés, sa fonction est devenue son patronyme. Kempf figure aujourd'hui dans les 20 noms les plus portés d'Alsace. Numéro 15. Walter, Walter, Waltert. Et je garde celui-ci pour la fin, parce qu'il boucle quelque chose. Walter est un nom de personne germanique construit sur deux éléments. Wald, gouverner, commander, et Harry, l'armée, celui qui commande l'armée. Si vous avez vu ma vidéo sur les noms francs, vous venez de reconnaître un nom. C'est exactement Gauthier. Wald plus Harry donne Walter en allemand et Gauthier en français, parce que le W germanique s'est transformé en G dans la bouche des francophones. C'est la même transformation qui fait Warnier et Garnier, Wilhelm et Guillaume, War et Guerre. Walter en Alsace et Gauthier à Paris sont le même nom. Deux branches du même mot, séparées par la ligne où l'on a cessé de parler germanique. Voilà les 15. Maintenant l'histoire, et elle est brutale. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort met fin à la guerre franco-prussienne. L'Alsace et une grande partie de la Lorraine sont cédées à l'Empire allemand. Du jour au lendemain, 1,5 million de personnes changent de pays sans bouger de chez elles. Elles ont le droit d'opter pour la France, mais à condition de partir. Des dizaines de milliers le font. La majorité reste, parce que partir signifie tout abandonner. Premier changement. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule. L'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Deuxième changement, et cette fois l'administration arrive avec une exigence, refranciser. Les prénoms, les enseignes, l'école, l'état civil. Des familles qui n'avaient jamais parlé français doivent prouver leur francité. Beaucoup de noms perdent leur tréma à ce moment-là. Les Müller deviennent des Müller. C'est la première fois que l'orthographe d'un nom devient une question politique. En juin 1940, la France est écrasée. La convention d'armistice ne mentionne même pas l'Alsace et la Moselle, et pourtant le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle sont purement et simplement annexés au Reich. Ce n'est pas une occupation, c'est une annexion de fait. Troisième changement. Et ce qui suit n'a aucun équivalent. Le 9 août 1942, à la conférence de Vinnitsa, les autorités allemandes décident d'appliquer la conscription obligatoire aux annexés, parce qu'ils sont considérés comme allemands par le sang. Les appels au volontariat avaient échoué. Quelques dizaines de jeunes gens seulement s'étaient présentés. Les incorporations commencent en novembre 1942,
et concerne les classes nées entre 1909 et 1928. Refuser n'est pas une option théorique. Les familles des réfractaires sont déportées ou internées. Au total, 103 000 Alsaciens et 31 000 Mosellans sont incorporés de force. 134 000 hommes. On les appelle les malgré nous. Le commandement allemand ne leur fait aucune confiance et redoute les désertions. Alors il les envoie presque tous au même endroit, le front de l'Est, le plus loin possible de chez eux. Environ 30% sont tués ou portés disparus. 30 000 sont blessés, 10 000 reviennent d'invalides. On estime à 40 000 ceux qui ne sont jamais rentrés. Beaucoup désertent en espérant se rendre aux Soviétiques et rejoindre la France libre. Mais les Soviétiques ignorent presque tous l'existence de ce drame. Pour eux, un homme en uniforme allemand est un soldat allemand. Ils sont donc internés. Le camp le plus connu s'appelle Tambov, à 500 km au sud-est de Moscou. Et les retours s'étalent sur plus de 10 ans. Les derniers rentrent en 1955. Des hommes qui, dans leur propre village, ont été portés disparus pendant une décennie. Quatrième changement, 1945. L'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Ce qui donne, dans une famille alsacienne ordinaire, un grand-père en uniforme allemand en 1914, un père en uniforme français en 1940 et un fils, incorporé de force, en uniforme allemand en 1943. 3 générations, 3 uniformes, et pas un seul choix. C'est ce qui rend cette histoire différente de toutes les autres de la série. Les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Espagnols et les Belges ont traversé une frontière. Les Alsaciens et les Mosellans n'ont jamais bougé. C'est la frontière qui leur est passée dessus, 4 fois. Maintenant, revenons aux noms et à la promesse du début. Les classements des noms les plus portés de France reposent sur les registres d'état civil français depuis 1891. Or, pendant les annexions, les habitants d'Alsace et de Moselle y étaient enregistrés comme allemands. Leur naissance ne figure donc pas dans les données qui servent à établir ce classement. Autrement dit, le classement officiel des noms de famille de France comporte un trou. Et ce trou est exactement à l'endroit où se trouve l'Alsace. Müller, Schmitt et Meyer sont structurellement sous-comptés, de plusieurs décennies entières de naissance. Les annexions n'ont pas seulement pris ces gens à la France pendant 74 ans. Elles les ont effacés des comptes que la France fait de ses propres noms. Alors dites-moi, est-ce que votre nom est dans cette liste? A-t-il perdu son tréma quelque part entre 1918 et aujourd'hui? Avez-vous un malgré nous dans votre famille? Écrivez-le en commentaire, avec votre commune, je lis tout, et je réponds. Et si votre nom n'y est pas, écrivez-le quand même, je vous dis d'où il vient. Abonnez-vous, activez la cloche, et je vous retrouve dans la prochaine.